Bonjour Patrick Artus. Le sujet de l'ESCP schéma tombé a été amende sans inflation. En tant que jeune candidat au concours, Patrick, qu'est-ce que vous auriez mis dans votre copie? Bon, à la réflexion, je crois qu'il faut d'abord se demander pourquoi l'inflation a disparu depuis le début des années 1980. Il y a plusieurs thèses en présence, donc on va essayer de trancher entre ces différentes thèses. Ensuite, se demander ce qu'ont été les conséquences de la disparition de l'inflation. Et ensuite, se demander si l'inflation peut revenir et quelles en seraient les conséquences. Donc, c'est les trois points importants pour l'analyse économique aujourd'hui. Alors, pourquoi l'inflation disparaît-elle dans les pays de l'OCDE? Alors, note de bas de page d'ailleurs, il y a beaucoup de pays émergents où on a encore beaucoup d'inflation. La disparition de l'inflation, ce n'est pas vraiment le monde, c'est plutôt l'OCDE. On va aller raconter un Argentin ou un Turc qui n'a pas d'inflation. Donc, on parle plutôt des pays de l'OCDE. Pourquoi dans les pays de l'OCDE, l'inflation a-t-elle disparu? Alors, il y a une thèse, évidemment, qui est liée à la politique des banques centrales. Ce sont les politiques de lutte de l'inflation, ciblage d'inflation, comme on dit, inflation targeting des banques centrales. Ce n'est pas entièrement convaincant. C'est vrai que depuis le début des années 80, et ça part de Volcker aux États-Unis, les banques centrales essaient d'empêcher l'inflation, mais on n'a pas le sentiment que les politiques monétaires ont été extrêmement restrictives, à part tout à fait au début des années 80 aux États-Unis. Et sans doute, ça joue un rôle, mais pas considérable. Ensuite, la seconde thèse, évidemment, c'est qu'il y a eu des changements considérables des politiques du marché du travail, avec la perte de pouvoir de négociation des salariés, la déformation du partage du revenu en détriment des salariés, donc une compression des salaires qui, évidemment, est désinflationniste. Alors, on peut le voir soit directement en disant si les salaires augmentent moins vite, les prix augmentent moins vite, soit le voir dans un cadre un peu plus général en disant ça veut dire qu'on a eu un choc d'offres favorable, qui est la faible croissance des salaires, et dans tous les cas, ça aboutit à moins d'inflation. Mon sentiment, c'est que c'est majeur. C'est-à-dire qu'une partie très importante de la désinflation est liée au changement des politiques salariales, à la désyndicalisation, à la perte de pouvoir de négociation des salariés. Et puis, le troisième sujet, bien sûr, c'est celui de l'épargne mondiale. Donc, on peut aussi regarder ça donc, du côté de la demande. Ce qui est très frappant, c'est que depuis une trentaine d'années, il y a une hausse considérable du taux d'épargne du monde. C'est la fameuse, ce qu'on appelle aux États-Unis le fameux savings glut, le fait qu'on a beaucoup trop d'épargne. Alors effectivement, dans un monde où il y a beaucoup d'épargne, c'est-à-dire qu'il y a assez peu de demande, et que ceci aussi évidemment est désinflationniste, c'est même déflationniste d'ailleurs. Si on a... Donc voilà, donc les trois explications, et je pense que quand on pondère ces trois explications, l'explication par le changement du mode de formation des salaires, pour parler techniquement, l'aplatissement des courbes de Phillips, le fait que même quand le marché du travail est en bonne santé, même quand le taux de chômage est faible, les salaires augmentent peu, c'est sans doute la cause majeure de la désinflation. Alors, deuxième point, c'est quelles sont les conséquences de cette désinflation. Il y a une conséquence qui est tout à fait considérable, c'est que la désinflation a permis le changement complet de stratégie des politiques monétaires et des banques centrales. C'est-à-dire qu'on voit bien maintenant depuis plus de 10 ans que les banques centrales sont débarrassées finalement du fardeau de lutter contre l'inflation et qu'elles peuvent s'occuper d'autre chose, et que l'autre chose, c'est de soutenir la demande et de faire baisser le chômage. Donc en fait, la désinflation a permis que les banques centrales passent à des politiques expansionnistes monétaires dont l'objectif est de faire baisser le taux de chômage, de stimuler les reprises économiques. Et donc, on vit, depuis que l'inflation a disparu, en fait, ça a commencé en fait, dans les années 90, mais c'est surtout là dans les années 2000, on vit dans un monde de taux d'intérêt de plus en plus bas. Et je crois que ça, c'est une conséquence majeure de la désinflation et de taux d'intérêt réels qui sont le plus souvent négatifs. Et ça a eu des effets extrêmement profonds sur les économies. Ça a permis une énorme augmentation des taux d'endettement, aussi bien des agents économiques privés que des États.
ça pousse à la hausse les prix des actifs, les cours boursiers, les prix de l'immobilier. Et donc, ça fait que les entreprises ont augmenté leur levier d'endettement, ont racheté leurs actions en s'endettant. Donc, en fait, on a une organisation économique du monde et financière qui est cohérente avec cet environnement de taux d'intérêt très bas. Et cet environnement de taux d'intérêt très bas, il est évidemment lié à la disparition de l'inflation. On s'aperçoit d'ailleurs, et c'est important, que même lorsqu'on met en place des politiques monétaires ultra-expansionnistes, l'inflation ne revient pas. Ce qui montre bien le caractère central de la désinflation salariale, en fait, du rôle des salaires. Parce que même avec une explosion de la quantité de monnaie, on ne va pas revenir à l'inflation. Ce qui d'ailleurs pose un problème théorique aux économistes, c'est qu'on vit tous toujours avec l'idée qu'à long terme, au moins, l'inflation est un phénomène monétaire, avec c'est la croissance de l'offre de monnaie qui, dans le très long terme, détermine l'inflation. Ceci n'est même plus sûr. Donc, on a sans doute un vide théorique à remplir qui est qu'est-ce qui détermine l'inflation à très long terme si ce n'est plus la quantité de monnaie, ou alors ça se passe dans le très, très, très long terme. En tout cas, les politiques monétaires expansionnistes menées depuis une quinzaine d'années et de plus en plus violemment depuis une douzaine d'années n'ont pas ramené l'inflation. Alors, dernier point de cette formidable copie qui est la question du possible retour de l'inflation. Alors, le point précédent nous conduit quand même à se dire que si l'inflation revenait, ça serait un choc très violent. Car à nouveau, la finance mondiale s'est organisée autour de l'idée que les taux d'intérêt allaient rester durablement extrêmement bas, c'est-à-dire en fait que l'inflation n'allait pas revenir. Ce qu'on fait aujourd'hui sur les politiques budgétaires, sur les dettes publiques, ce que font les entreprises, à nouveau en prenant du levier d'endettement, en rachetant leurs actions, la finance, ce qui se passe dans les fonds d'investissement où il y a un levier d'endettement gigantesque. Vous avez vu les affaires récentes qui ont révélé à quel point il y avait de l'endettement dans les bilans des fonds d'investissement. Tout ça n'est possible que dans un environnement de taux très bas. Ça touche d'ailleurs des choses encore plus larges. Par exemple, le financement de la transition énergétique, comme ce sont des investissements à très long terme, il ne se fait que dans un environnement de taux d'intérêt très bas. Sinon, on ne sait pas financer la transition énergétique. Donc, c'est quand même un sujet central. Donc, si on avait une remontée de l'inflation qui faisait remonter les taux d'intérêt, je pense qu'on aurait une crise épouvantable parce qu'il y a trop de dettes dans le système, de toutes les manières, et qu'il faudrait revenir à des taux d'endettement beaucoup plus bas. Il faudrait financer les investissements beaucoup plus en fonds propres et beaucoup moins en dette. Enfin, donc, ça serait un choc terrible. Donc, est-ce qu'on peut avoir un retour de l'inflation? Alors, je ne parle pas ici de choses conjoncturelles qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Je parle d'une inflation structurelle, qu'on peut retrouver structurellement les années 60, 70, 80, où on avait de l'inflation structurelle. Alors, il y a quand même des arguments qui vont dans ce sens. Qu'est-ce qui structurellement pourrait ramener à long terme? Je ne parle pas de l'année prochaine, je donne une perspective à 10 ans, à 20 ans de l'inflation. Il y a le vieillissement démographique. Les retraités sont des consommateurs non producteurs, comme on sait, et donc normalement, plus il y a de retraités, plus il y a de demandes par rapport à l'offre et plus il y a de l'inflation. La transition énergétique. Les énergies renouvelables sont caractérisées par l'intermittence, donc de l'éolien, même offshore, ça ne produit que 40% du temps. Donc, quand on passe aux énergies renouvelables, il faut beaucoup plus de capacité de production parce qu'il faut produire et stocker, et c'est coûteux. Donc, on aura une énergie plus chère. 3, le raccourcissement des chaînes de valeur. Et ça n'a pas commencé avec la crise de la Covid. Depuis le début des années 2010, on voit que les entreprises veulent moins dépendre de chaînes de valeur très internationales, transcontinentales, et donc raccourcissent les chaînes. Et si on ramène des productions dans les pays de l'OCDE, ces productions seront plus chères que dans les pays émergents. Et puis, 4, il y a la grande incertitude qui est quelles seront les politiques salariales. Est-ce qu'il y aura des politiques de hausse forte des bas salaires dans les pays de l'OCDE qui seraient inflationnistes, surtout que les bas salaires sont versés à des salariés dans des services où c'est très difficile de faire des gains de productivité. Il n'y a pas de bas salaire dans l'industrie ou très peu. Et alors, juste pour finir là-dessus, ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis est extrêmement intéressant parce que si vous voulez remonter les bas revenus, il y a 2 solutions. Il y a soit monter directement les bas salaires. Donc, c'était l'idée de Joe Biden qu'on allait mettre à $15 le salaire minimum fédéral aux États-Unis. Soit vous faites des transferts publics aux salariés et vous faites du déficit public.
Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas faire les deux, parce que si on monte les bas salaires, on fait monter les prix. Si on fait monter les prix, les taux d'intérêt montent. Et si les taux d'intérêt montent, on ne peut pas avoir de déficit public. Donc, il faut choisir entre soutenir les bas revenus par les salaires ou par des transferts publics. Et Biden a typiquement choisi la piste des transferts publics parce qu'il a compris que s'il montait les salaires minimums fortement, l'inflation ferait monter les taux d'intérêt et rendrait très difficile l'utilisation des politiques budgétaires expansionnistes. Mais vous voyez le sujet. Donc voilà. Donc la plupart des économistes pensent que quand même tous ces facteurs structurels entre pression pour remonter les bas salaires, vieillissement, transition énergétique, relocalisation, chaîne de valeur plus courte, pourraient ramener à long terme de l'inflation. Et à nouveau, ça serait un choc tout à fait considérable puisque nous nous sommes organisés dans un monde sans inflation. Alors, dernier point pour dire qu'il faut être extrêmement prudent dans cette analyse, qui est centrale pour l'analyse économique, parce que si on prend le Japon, c'est un pays, une économie assez fermée, hein, donc il n'y a pas énormément de délocalisation, hein, ce n'est pas une économie très ouverte, avec un énorme vieillissement démographique, pas d'immigration, un grand choc énergétique avec Fukushima et l'arrêt du nucléaire, et tout ça ayant été mis ensemble, l'inflation est de zéro. Hein, donc, et parce que les salaires n'augmentent pas. D'ailleurs, à titre anecdotique, il y a 2 ans, il y a eu un mouvement absolument extraordinaire à la Banque du Japon où, après plusieurs années de lutte, les salariés ont obtenu 0,1% de hausse des salaires. Donc, il n'y a pas du tout d'inflation salariale au Japon, alors que tous les autres facteurs structurels de l'inflation semblent être présents. Ce qui, à nouveau, renforce la conclusion que la clé de cette question, c'est quand même l'organisation du marché du travail et la formation des salaires. Donc, peut-être que l'exemple du Japon nous montre que quoi qu'il arrive par ailleurs, tant que le pouvoir de négociation des salariés est aussi faible, l'inflation n'est pas une menace. Et je finis aussi en vous incitant à regarder une littérature extrêmement intéressante qui se développe et qui montre que les positions dominantes des entreprises, ce n'est pas seulement sur les marchés des biens et services, mais c'est aussi sur le marché du travail. En fait, les entreprises sont monopolistes sur les marchés des biens et sont monopsonistes sur le marché du travail. Dans chaque bassin d'emploi, il y a un petit nombre d'entreprises qui créent la quasi-totalité des emplois. Et tant que les entreprises auront ce type de position dominante sur le marché du travail, on voit bien qu'il est difficile d'imaginer une très forte accélération des salaires, sauf si les États s'en mêlent vraiment, par exemple par le salaire minimum. Voilà, il me semble ce qu'on peut dire aujourd'hui sur cette question de l'inflation. Merci Patrick Artus. Je pense que vous auriez eu une excellente note à votre copie et du coup que les candidats auraient bien fait de lire votre ouvrage « Les 40 ans d'austérité salariale » publié en début d'année 2020. Merci beaucoup Patrick.